Eh bien, c'est justement ce calme et ce caractère discret qui firent de Vourles et du château de la Roche en particulier l'un des grands lieux de la résistance. Et à partir de novembre 1942, eh bien, vous avez l'invasion allemande. Le milicien lui demande mais qu'est-ce que vous transportez? Et lui il dit ah c'est des documents pour le travail, vous voulez voir? Et le milicien lui dit bonjour à tous. Il y a un réflexe, une habitude que j'ai prise depuis quelques années maintenant et que je trouve assez intéressante et je vais partager ça avec vous. Il s'agit tout simplement, lorsque je vais dans une commune dans laquelle je suis jamais allé, de consulter la fiche Wikipédia de la commune en question. Et on y apprend toujours des choses incroyables, on y apprend énormément sur l'histoire de la région, sur ses habitudes, ses traditions. Et donc cette petite habitude, je l'ai appliquée ce week-end parce que je me trouvais pour un salon du vin, pour présenter l'invitation de Bacchus, dans le petit village de Vourles. C'est une commune qui est une petite bourgade, voilà, ça fait un peu plus de 3000 habitants. Et, ça m'a permis voilà, de me renseigner un petit peu sur l'histoire de cette commune. Et alors c'est très intéressant parce que, façon de parler, c'est-à-dire que vous savez, c'est ce genre de commune qui est relativement proche d'une commune beaucoup plus importante parce que Vourles est situé à peu près une dizaine de kilomètres de Lyon. Et par conséquent, on a l'impression que toute son histoire a été absorbée littéralement par cette commune d'importance. Et on peut avoir l'impression que, en conséquence, il ne s'y est pas passé grand-chose. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de Vourles, on se rend compte que son histoire tourne principalement autour de communes plus importantes qui sont voisines. Par exemple, la seigneurie de Vourles, donc au Moyen-Âge, eh bien, elle a disparu assez rapidement et puis elle est devenue en fait une dépendance de la seigneurie de Brigny. Brigny, c'est vraiment juste à côté. Du coup, Vourles en tant qu'entité n'a pas vraiment eu d'importance au Moyen-Âge. Ensuite, eh bien, vous avez eu un peu plus tard le Concile de Lyon, durant lequel le pape Innocent IV a acheté un certain nombre de propriétés dans la région, justement pour les donner à un chapitre, le chapitre de Saint-Just, avec l'objectif évidemment d'en tirer une rente pour pouvoir animer ses œuvres. C'est à peu près le seul événement d'importance jusqu'à la Révolution de cette commune de Vourles, c'est le fait d'avoir été acheté et intégré dans un domaine plus vaste, donc en l'occurrence le chapitre de Saint-Just. Il n'y a pas eu de grande bataille, il n'y a pas eu de rencontre particulière, pas de personnages hors du commun. Ce qui est curieux par contre, c'est vrai que quand on se rend dans cette commune de Vourles, si on est un petit peu attentif, on se rend compte que c'est un endroit relativement calme, qui est caractérisé par un patrimoine qui est assez riche, notamment du point de vue des propriétés. Vous avez quelques petits châteaux, quelques manoirs, des choses comme ça. Ce sont généralement des propriétés qui appartenaient à des bourgeois lyonnais, donc voilà, des sortes de propriétés de campagne. Ça permettait aux riches lyonnais d'aller se reposer à la campagne, voire d'y habiter. Et c'est quelque part, c'est peut-être encore un peu le cas aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de personnes qui, ne souhaitant pas vivre dans le centre de Lyon, qui disposent d'un peu de moyens, viennent s'établir dans cette commune de Vourles. Mais si vous, parce que évidemment il faut aller dans le détail des choses, en particulier si vous vous promenez à l'écart du village, vous verrez qu'il y a une sorte de petite côte recouverte d'un bois. Et alors au creux de ce bois, il faut faire attention si vous faites ça en conduisant parce que le bâtiment est assez caché, mais vous apercevez justement une sorte de belle bâtisse 19e, voilà, une demeure de charme on va dire, cette demeure c'est tout simplement le château de La Roche, c'est son nom. Et juste derrière cette demeure, il y a les restes d'un château du XVIe siècle qui
qui a été bâtie par la famille de Sargues. Alors, elle a été bâtie en particulier par Girard de Sargues, qui était un géomètre du XVIIe siècle. Donc voilà, c'est un peu l'une des figures importantes de la commune de Vourles. Et il s'est établi là parce que c'était un peu à l'image des bourgeois dont on parlait juste avant. C'était un Lyonnais qui avait assez réussi et du coup il s'était établi aux alentours de Lyon en bâtissant comme ça une propriété pour sa famille. Et cette propriété du coup est encore aujourd'hui relativement cachée. On la voit entre les arbres comme ça, mais c'est pas quelque chose qui saute à l'œil. Vous voyez, elle n'est pas sur un piton rocheux ou des choses comme ça. C'est vraiment il faut regarder ça avec attention. Eh bien, vous voyez toute cette commune de Vourles qui est si calme et où il y a quand même un caractère de discrétion qui caractérise ses alentours. Eh bien, c'est justement ce calme et ce caractère discret qui firent de Vourles et du château de la Roche en particulier l'un des grands lieux de la résistance dans le Lyonnais et en France de manière générale. Alors, pour comprendre comment et pourquoi, eh bien, il faut revenir un peu en arrière dans le Paris des années 30. En particulier, il faut revenir au lycée Carnot, à cette époque, en 1930, et vous y découvrirez un élève de 17 ans qui s'appelle Jean Stéten. Et Jean Stéten, voilà, il a 17 ans et en plus de ses études, il a une passion, c'est qu'il aime dessiner. Et il faut dire qu'il est relativement doué pour ça, hein. Il aime bien ça et il a un bon coup de crayon. Et du coup, il est repéré par un ami de la famille qui s'appelle Albert Pigasse. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est un très bon ami de la famille parce que un peu plus tard, il deviendra le second mari de sa propre mère. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, en 1983, Jean Stéten sera même adopté par Albert Pigasse. Alors on imagine que c'est pour des raisons de succession, mais bon, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que Albert Pigasse, c'est un éditeur. Il a travaillé pour Grasset, donc, la grande maison d'édition qui existe encore aujourd'hui. Mais comme justement cette maison d'édition a refusé de créer une collection de romans d'aventure, c'est quelque chose qui était très en vogue à l'époque, qui était vraiment à la mode, eh bien Albert Pigasse a décidé de prendre son envol, de prendre son autonomie et de créer sa propre maison d'édition qui s'appelle la collection du Masque. Et donc ce sera une collection de romans d'aventure justement. Et le numéro 1 d'ailleurs, c'est le roman qui s'appelle Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un roman d'Agatha Christie. Donc on va dire qu'il avait du flair, le monsieur, et il a commencé comme ça avec en numéro 1 de sa collection un roman d'Agatha Christie. C'était plutôt bien vu. Et alors qu'il est encore au lycée, eh bien Jean Stéten va travailler pour Albert Pigasse. Et en particulier, Albert Pigasse va le faire travailler sur la réalisation de couvertures pour les romans d'aventure. C'est lui qui va faire une grande partie des couvertures de ces romans. La première couverture, elle va être publiée en 1930 pour un roman qui s'appelle Le Doigt levé de Stanislas André Stimann. C'est un auteur belge. Alors, j'avoue, moi, ne pas connaître, mais voilà. Toujours est-il que Jean Stéten, eh bien, il va faire comme ça tout un ensemble de couvertures. Je crois que ça représente quand même près de 200 à 300 couvertures. C'est un travail considérable. Il fait ça en parallèle de ses études. Et puis, ça marche plutôt bien. Au fur et à mesure des années, Jean Stéten va devenir carrément le directeur artistique de la collection du Masque. Et entre-temps, il va se marier également avec Simone Bagot, qui devient son épouse, et avec laquelle il travaille. Mais on va dire que toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. En 1930, vous voyez ce qui pointe à l'horizon, eh bien c'est tout simplement la guerre. Donc en 1939, septembre 1939, eh bien Jean Stéten il va être mobilisé. À cette époque-là, il a 26 ans, donc il est vraiment pile dans le créneau pour servir dans l'armée. Il doit rejoindre le 60e régiment d'infanterie. Alors bon, vous connaissez hélas ces moments un peu difficiles de l'histoire de France. La bataille pour les armées françaises, hélas, ne sera pas brillante. L'armée est battue en quelques semaines et le 60e régiment d'infanterie
va disparaître quelque part dans cette grande bataille de France. Il fera quand même honneur aux armes françaises puisque le 60e régiment d'infanterie se trouva à résister jusqu'au bout dans la poche de Dunkerque et il va permettre notamment l'embarquement d'une large portion de l'armée britannique qui pourra plus tard revenir libérer le territoire français. Alors, j'ai pas de précision quant à cette période et en particulier concernant le parcours de Jean Stéthen. Je ne sais pas à quel moment il a été fait prisonnier, mais voilà, il a été évidemment capturé par l'armée allemande. Je ne connais pas les conditions de cette capture. Toujours est-il que le jeune Jean Stéthen, il ne peut pas se résoudre à cette capture parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de motivations particulières, mais je pense que le fait qu'il souhaitait retrouver son épouse assez rapidement devait y jouer. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que, il va essayer de s'évader. Et devinez comment? Tout simplement, grâce à ses talents de dessinateur. En fait, Jean Stéthen va contrefaire des documents allemands. Il va contrefaire des ordres de mission et ça va lui permettre comme ça de s'échapper avec 8 camarades et il va parvenir, bon gré mal gré, à rejoindre la zone libre avec le reste de sa famille. Alors, petit rappel historique, donc 1940, la France s'effondre, elle est envahie par l'armée allemande et suite au traité d'armistice, la France est coupée en deux. Vous avez une zone occupée qui concerne principalement le nord de la France, mais également toute la façade atlantique. Et vous avez une zone libre, à peu près tout le reste, donc une zone qui est plutôt au sud de la Loire et dont la capitale va être établie à Vichy. Cependant, il faut le dire, l'une des grandes villes qui va rester dans la zone libre, évidemment, c'est Lyon, qui en plus a un avantage, c'est qu'elle est relativement proche de la zone occupée. La zone libre va le rester jusqu'au 11 novembre 1942, suite à l'opération Torche. Alors là, il faut comprendre de quoi il s'agit. En fait, vous aviez une grande partie des territoires coloniaux de la France, donc surtout en Afrique du Nord. Ces territoires vont être attaqués, il faut le dire, par les Alliés qui vont débarquer principalement au Maroc pour prendre le contrôle de ces territoires et attaquer l'armée allemande à revers, parce que l'armée allemande était en train d'attaquer les Britanniques en Égypte et en Libye. Et donc, en débarquant de l'autre côté, et finalement, ils vont arriver à menacer le flanc occidental de l'armée allemande. Et donc, toute la manœuvre consiste à repousser comme ça les Allemands et à attaquer ce que Churchill appelait le ventre mou de l'Europe, c'est-à-dire arriver comme ça, ensuite en passant par la Sicile et l'Italie, à remonter et à reconquérir l'Europe en passant par le sud. Les Allemands ne s'y trompent pas, et dès le surlendemain de l'invasion anglo-américaine en Afrique du Nord, les Allemands vont envahir à leur tour la zone libre, donc le sud de la France, pour se prémunir contre une tentative de débarquement dans cette région-là. Mais en ce qui concerne l'histoire de Jean Stéthen, on n'en est pas encore à cette date-là. Lui, donc, je le rappelle, il vient de s'échapper. Il a réussi à récupérer sa famille qui était dans la région de Paris. Et donc, il va réussir à se réfugier chez son oncle, Félix Dailly. C'est un industriel assez important de la région de Lyon. Il va réussir à trouver à Lyon un moyen de s'héberger et de pouvoir vivre. Assez rapidement, et probablement aussi en raison de son statut d'évadé, il va rentrer dans un réseau de résistance. Et c'est un réseau de résistance qui commence à prendre une certaine consistance, il faut le dire. Il s'appelle Témoignages chrétiens. Témoignages chrétiens, c'est un réseau qui va fonctionner jusqu'à la fin de la guerre, qui va collaborer avec différents réseaux de résistance pour permettre la libération.
Et même au-delà, Témoignage chrétien a fondé aussi un journal qui est l'un des rares journaux encore en, comment dire, encore en impression à l'heure où je vous parle, puisque bon, ils ont un tirage assez restreint, mais c'est un journal qui date de cette époque-là, de l'époque de l'occupation, et qui est encore tiré aujourd'hui. Euh, Ce mouvement il a été fondé par le prêtre jésuite Pierre Chaillet, et donc vous avez Jean Stéten qui va se rapprocher de ce mouvement, et puis qui va, on va dire, contribuer pour le moment modestement à toute cette aventure. Alors l'avantage de Lyon, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est que à l'époque c'est vraiment très pratique pour la résistance française parce que Lyon est une ville d'importance, on peut y recruter des résistants, il y a énormément de ressources également, mais surtout c'est une ville qui n'est pas occupée et qui est relativement proche de la zone occupée. Et donc il y a de nombreux réseaux qui vont y implanter leur base arrière pour pouvoir justement mener leurs actions en zone occupée. Vous avez principalement l'un des plus fameux, c'est le réseau Combat qui va s'établir comme ça à Lyon et qui va mener ses actions ensuite en zone occupée. Et donc on va mettre évidemment à contribution les compétences de Jean Stéten dans le domaine du dessin. Il va commencer comme ça à faire des tracts, à faire des documents, des choses comme ça. Et son premier véritable coup d'éclat, ce sera en mai 1941. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Eh bien, vous avez eu le 10 mai, donc c'est 10 mai 1941, c'est pile un an après le début de l'invasion allemande du territoire. Et vous avez le président américain qui s'appelle Franklin Roosevelt, qui est assez connu parce il était assez gravement handicapé et surtout ça a été la figure américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Franklin Roosevelt va déclarer à la radio: je me refuse à croire que le peuple français accepte de collaborer librement avec un pays qui l'écrase économiquement, moralement et politiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit oui, bon, ça paraît évident, mais il faut revenir sur la date. On est bien en mai 1941. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Ils n'entreront en guerre contre l'Allemagne que le 7 décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor. Donc, on est encore dans cette phase où on ne sait pas si les États-Unis vont entrer en guerre ou pas, vont pouvoir apporter leur soutien, notamment à la Grande-Bretagne. On ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Finalement, tout le sort de la guerre dépend de cette entrée en guerre. Et vous avez Franklin Roosevelt, lui qui est vraiment favorable à une entrée en guerre des États-Unis et qui essaie de motiver l'opinion publique pour entrer en guerre aux côtés des Britanniques pour pouvoir rétablir la balance, l'équilibre des forces en Europe et dans le reste du monde. Et donc, entendant cette déclaration à la radio, eh bien, Jean Stéten va rédiger un tract de réponse. Donc, il va faire ce petit tract, et en particulier, ce sera marqué à la fin: non, le peuple français ne veut pas collaborer. Et il y a un certain nombre d'instructions sur ce petit tract, notamment le fait que chacun doit signer ce tract et l'envoyer ensuite par la poste à l'ambassade des États-Unis. Et ce qui va se passer, c'est que il va faire donc le tract, il va l'imprimer à des milliers d'exemplaires avec notamment sa femme, Simone. Ils vont en imprimer des milliers et des milliers. Ils vont le distribuer le plus largement possible, principalement dans la zone libre. Et dans les jours qui suivirent, eh bien, vous avez l'ambassade des États-Unis à Paris qui va recevoir littéralement des milliers de courriers signés par des Français et qui disent non, le peuple français ne veut pas collaborer. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une histoire qui est assez peu connue, mais ça a constitué quand même à l'époque un signal pour les Américains, un savoir que, eh bien, ils pourraient compter plutôt sur les populations occupées pour libérer l'Europe, pour les assister dans leur reprise en main des territoires actuellement contrôlés par l'Axe. Donc ça, c'est vraiment son premier véritable coup d'éclat pour Jean Stéten. Et à partir de là, il va vraiment s'impliquer assez radicalement, on peut le dire, dans la résistance.
Ensuite, eh bien, Jean Stéten, il va continuer son action et il va devenir un membre à part entière du mouvement sous le nom de code Article de pêche. Alors, c'est vrai que quand on... Enfin, je sais pas, c'est vrai que si on se donnait si on revivait la résistance et si on devait se donner un nom de code, j'avoue, je choisirais pas nécessairement article de pêche, mais j'imagine qu'il y a une bonne raison. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est discret. Donc c'est assez particulier, mais pourquoi pas. Et donc je le disais tout à l'heure, hein, l'histoire avance, et à partir de novembre 1942, eh bien, vous avez l'invasion allemande du territoire et de la zone libre. Et donc, toute cette zone où on pouvait plus ou moins agir en toute quiétude, eh bien, ça va plus être le cas. On va devoir se cacher, on va devoir vraiment rentrer dans la clandestinité, bien, bien plus que par rapport au régime de Vichy. Et donc, il va être nécessaire pour le mouvement de résistance de déménager les activités du couple Stetten à Vourles. Ce sera en juin 1943, donc on est 6 mois après l'invasion allemande. Et donc voilà, on a trouvé ce petit château, le château de la Roche, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est une des villas de la famille. Donc je rappelle, Félix Dailly, l'oncle de Jean Stetten, eh bien c'était un industriel, donc on imagine qu'il avait comme ça une petite résidence de campagne. Et c'est parfait parce que, comme je vous le disais, ce petit château, eh bien, il est vraiment caché dans un bois. Aujourd'hui, alors, juste en dessous de ce bois, vous avez une zone artisanale assez développée, mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'il n'y avait même pas vraiment de route. Et donc, c'était un endroit parfait, un endroit vraiment très calme et en même temps, un endroit qui était très proche de Lyon parce qu'en 10 km, donc 10 km à pied, c'est à peu près 2 heures de marche, hein, c'est pas énorme, eh bien, vous êtes au centre de ville de Lyon. Donc, ça, très, très, très intéressant pour un mouvement de résistance. J'imagine qu'à l'époque, il devait aussi se déplacer en bicyclette. Voilà, en bicyclette, c'est un peu moins d'une heure de route, c'est largement faisable. Le terrain est relativement plat, donc c'est vraiment parfait, quoi. Et donc, on va s'installer dans ce petit château. Alors, au début, on va s'installer au rez-de-chaussée de la demeure, mais on va se rendre compte assez rapidement hein, que c'est vraiment dangereux. Hein. Il suffit qu'il y ait un curieux ou un importun qui rentre dans le bâtiment à ce moment-là pour telle ou telle raison, sans que l'on soit vraiment au courant. Et voilà, vous avez toute votre activité qui est compromise. Et puis vous imaginez, à l'époque, on ne peut pas nécessairement faire confiance à tout le monde, il faut être vraiment très prudent, il y a tout un ensemble de mesures de sécurité à prendre en compte pour éviter de se faire prendre. Voilà, on est encore dans une époque aussi, en 1943, où le sort de la guerre, il est loin d'être assuré. Hein. En 1943, vous avez effectivement l'armée allemande qui a subi deux revers importants. L'un en Afrique du Nord, puisque l'armée allemande a été repoussée d'Afrique du Nord. Et puis l'autre, en début 1943, la défaite de Stalingrad. Vous avez une armée complète qui a été vaincue par les soviétiques. Mais en même temps, c'est vrai que ce sont les premiers revers de l'armée allemande, mais il faut se remettre encore une fois dans le contexte de l'époque. Ça ne détermine pas, enfin en tout cas, on est loin de s'imaginer que ça pourrait être la fin de la guerre. Vraiment, ça, je vous invite quand vous réfléchissez à pourquoi tel ou tel acteur dans l'histoire a fait telle ou telle décision. Euh, c'est vrai que nous, des fois, on se dit, oui, rentrer dans la résistance en 1944, bon, la belle affaire. Hein, on sait que dans 6 mois, les Alliés vont arriver, vont débarquer, et puis dans 8 mois, ce sera fini. Hein. Enfin, c'est vraiment de la résistance au dernier moment, quoi. Je vous assure que quand on se remet un peu dans le contexte de l'époque, bon, déjà 6 mois avec le risque d'être pris, torturé, etc., ça peut être long. Et puis surtout, qu'est-ce qui vous dit que, effectivement, à ce moment-là, que effectivement les Alliés vont débarquer, que effectivement, même s'ils débarquent, ils vont réussir à repousser l'armée allemande, une armée qui a été largement invaincue sur la première partie de la guerre. Rien n'est sûr, donc ça, c'est vraiment, il faut être prudent quand on juge l'histoire, quand on porte un jugement sur l'histoire, à bien prendre en compte le regard que les personnes avaient à ce moment précis. Enfin bref, toujours est-il que on est en 1943, en août 1943, et Jean Stetten va être contacté
par le colonel Descours, alias Bayard. C'est une grande figure de la résistance française et il demande à Jean Stéthen de lui fournir des faux papiers pour le mouvement uni de la résistance. Alors le mouvement uni de la résistance, le MUR, eh bien c'est un mouvement de résistance qui a été créé en janvier 1943, donc 8 mois plus tôt, grâce à l'action de Jean Moulin. Vous vous souvenez, Jean Moulin avait été parachuté en France pour justement, avec comme mission confiée par le général de Gaulle, d'unifier tous ces mouvements-là pour que l'on puisse avoir un impact positif sur l'issue de la guerre et qu'on puisse avoir vraiment une action opérationnelle qui aide les Alliés à défaire l'armée allemande. Et donc, contacté par le mouvement uni de la résistance, le laboratoire des Stéthen va devenir une unité du BCRA. Le BCRA, c'est le Bureau central de renseignement et d'action de la France libre. Et le BCRA, c'est aussi, il faut le rappeler, l'ancêtre de la DGSE. Donc, c'est vrai que quand on remet ça en perspective, c'est assez surprenant de se dire que là, dans cette petite commune de Vourles, si tranquille, y compris à l'époque, mais aussi aujourd'hui, eh bien, vous aviez comme ça un bureau, un laboratoire au service de l'ancêtre de la DGSE et qui fournissait un certain nombre de documents. Alors, justement, pour revenir sur la production de ce laboratoire, les besoins pour les mouvements de résistance, ils vont être absolument gigantesques. Et Jean Stéthen va fournir des documents de tout type. Vous avez des cartes d'identité, des cartes d'alimentation, des cartes de textile, parce qu'à l'époque, il faut avoir, vous savez, une petite carte pour justement se fournir soit en nourriture, soit en vêtements, etc. Vous avez des cartes de travail. J'imagine que ça, c'est pour le STO, pour le service du travail obligatoire. Vous avez également des états civils, parce que derrière, si vous avez plusieurs documents qui permettent de confirmer votre identité, ça tente à confirmer quand même la crédibilité de votre légende, donc l'histoire que vous créez par rapport à votre personnage fictif. Vous avez aussi des cartes de démobilisation qui ont été faites, vous avez des Ausweis, donc des laissez-passer pour l'armée allemande. Donc voilà, c'est vraiment une production qui est très 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 vaste. Et c'est une production surtout qui va se développer petit à petit. C'est-à-dire que au début, Jean Stéthen, il va réaliser lui-même les cachets de mairie. Donc il va essayer de les graver, il va essayer de faire en sorte de les reproduire du mieux qu'il peut pour pouvoir ensuite réaliser ces documents. Et au fur et à mesure, via les réseaux de résistance, il va pouvoir avoir aussi accès à un atelier de photogravure. Alors la photogravure, c'est une technique qui consiste à pouvoir justement recopier différentes formes pour pouvoir ensuite en faire l'impression sur des documents papier. Et il va être mis en contact avec le propriétaire d'un atelier de photogravure qui va lui laisser les clés le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, il lui laissera même une échelle dans la cour du bâtiment pour pouvoir, si jamais il y a nécessité, s'enfuir tout de suite par l'arrière du bâtiment et ne pas se faire prendre par potentiellement des curieux. Alors, comment il procède ? Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, si vous vouliez faire des papiers d'identité à titre personnel, pas nécessairement dans le cadre d'un mouvement de résistance, vous deviez acheter vos papiers d'identité en librairie et ensuite la mairie va les remplir au fur et à mesure, de mettre le coup de tampon qui va bien, les bonnes informations, les numéros de carte d'identité. Et en fait, Jean Stéthen, il va faire exactement ça, c'est-à-dire qu'il va acheter des papiers d'identité en librairie, il va les remplir avec la bonne encre, avec la bonne plume, avec ensuite le bon tampon, et même pour les légendes les plus sensibles, donc pour les grands cadres de la résistance, il va même remplir les numéros de série en suivant les vraies dates d'émission en mairie. Donc vraiment pour que le document il soit le plus proche de ce qu'aurait pu
émettre comme document la mairie. Donc ça, c'est vraiment assez considérable et vous imaginez que tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Il y a certainement des retours qui lui reviennent du terrain et il essaie d'améliorer au maximum pour avoir les documents les plus proches d'un vrai document. Et tout ça, évidemment, va conditionner la réussite de centaines de missions sur tout le territoire. Donc ça, il faut bien se rendre compte que la production de ces documents, c'est vraiment quelque chose de stratégique. Euh, Ensuite, au fur et à mesure que tout ça prend quand même une certaine ampleur, hein, eh bien, on va s'attaquer à améliorer la sécurité du laboratoire. Donc, au début, comme je vous le disais, on avait mis ce laboratoire dans, euh, dans le rez-de-chaussée de la maison. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une cabane en bois au fond du parc. Et cette cabane en bois, elle abritera le laboratoire. Et dans cette cabane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Il y a des photos qui sont disponibles sur internet. Vraiment, je vous invite à aller consulter si vous en avez l'occasion. Vous cherchez le fond Jean Stetten et vous trouvez ces documents. Et vous avez dans cette cabane en fait une trappe qui va être aménagée et qui permet d'avoir accès à l'arrière de la cabane à deux valises qui sont cachées en fait sous terre. Et cette cache, on va pouvoir la masquer complètement à l'aide de terre. Et ce qui fait qu'en fait, la cabane, lorsque Jean Stetten n'est pas en train d'y travailler, elle est complètement vide. Vous n'avez rien d'important. Vous avez juste, j'imagine, un bureau, une chaise, et c'est tout. Et dans ces deux valises, eh bien, vous avez tout ce qui permet de produire, et puis aussi tout ce qui a été produit, avant que ce soit envoyé ailleurs. Et donc, ça, c'est le premier point de sécurité. Ensuite, lorsqu'il se déplace, Jean Stetten, il va toujours faire en sorte de rentrer par une porte dérobée, ce qui fait que ça va lui permettre de se, se substituer potentiellement à une filature. Ça va aussi lui permettre, si jamais il est suivi, de ne pas incriminer les gens qui habitent, notamment sa famille, hein, qui habitent dans cette maison. Sa femme, ce qu'elle va faire aussi quand il sort, c'est qu'elle attache un fil de fer à la porte. Et ce qui fait que si jamais ce fil de fer n'est pas présent, ça veut dire qu'il y a un problème et que Jean Stetten ne doit pas rentrer dans la maison, il doit s'en aller et aller se cacher. Ça veut dire que la cache a été compromise. Et puis, cerise sur le gâteau, par rapport à ces mesures de sécurité, eh bien, Jean Stetten va carrément prendre une couverture, donc un véritable travail. Et ce véritable travail consiste à être metteur en page dans le journal vichiste Vaillance. Donc c'est assez drôle parce que d'une part vous avez ce Jean Stetten qui fournit des documents toute la journée là, pour la résistance, enfin plutôt toute la nuit pour la résistance, et toute la journée il travaille pour un organe de propagande du régime de Vichy. Donc c'est assez curieux mais en même temps, qui pourrait s'imaginer que quelqu'un qui travaille dans un journal de propagande vichiste est en réalité un résistant. Donc voilà, tout ça est assez digne d'un roman d'espionnage, hein. Et c'est assez drôle parce que justement la maison d'édition, la collection du Masque, dont je vous avais parlé tout à l'heure, eh bien, elle avait sorti justement avant la guerre toute une série de romans d'aventure un peu à la James Bond sur de l'espionnage, sur des choses un peu comme ça. Et on peut se demander évidemment si tout ça a une influence ensuite sur le parcours de Jean Stetten et sur ses activités de résistance. Enfin bref. En tout cas, vous vous dites peut-être, bon, comment dire, appeler ça de la résistance, c'est peut-être un peu osé. Et voilà, il n'a pas participé à des coups de feu, il n'a pas participé à des actions de combat ou de sabotage. Faire des petits documents dans son coin et ensuite les distribuer, c'est pas non plus la mer à boire. Bon, évidemment, rien n'était aussi simple à l'époque. Le danger, je crois qu'il faut s'en rendre compte, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est abreuvé par plein de films d'action, des romans, des choses comme ça, et on se dit que il y a certaines choses qui. Enfin, je trouve qu'on perd une sorte de. On a du mal à se rendre compte de ce que c'était, quoi.
Et bien, Jean Stéten, oui, c'est vrai qu'il était dans sa petite cabane à Vourles, mais il faut aussi s'imaginer que de, la capture par les forces allemandes ou par les forces de collaboration, ça pouvait signifier la déportation, la mort, la torture. Enfin, ça pouvait vraiment être terrible à titre personnel. Et puis même au-delà, vous imaginez ce qui pouvait se passer ensuite pour sa famille, pour ses amis. Je crois qu'on n'imagine plus vraiment ce que ça pouvait être et, euh, et quelle pression l'individu pouvait avoir par rapport à ça. Et en particulier, alors il lui est arrivé quand même une histoire qui a dû le choquer, hein, il en parle. En fait, il était vers la place Bellecour et comment dire. Donc la place Bellecour, hein, c'est l'une des places les plus importantes dans Lyon, elle est située sur la presqu'île. Et il était à ce moment-là avec sa petite bicyclette en train de, de transporter l'une de ses valises où il y avait vraiment tous les documents possibles et imaginables. Et il était en train de traverser la ville comme ça pour aller à l'atelier de photogravure. Et il est arrêté par la milice. Donc la milice, hein, c'était les troupes paramilitaires, on va dire, du régime de Vichy. Et au moment où il est arrêté par le milicien, qui lui demande ses papiers, le milicien lui demande mais qu'est-ce que vous transportez? Et lui il dit ah c'est des documents pour le travail, vous voulez voir? Et le milicien lui dit non non c'est bon, vous embêtez pas. Et, et donc le bluff complet quoi. Donc le milicien le laisse passer et il explique que oui il était enfin, vous imaginez l'état de choc dans lequel vous êtes, l'état de tension, tout ce qui peut se passer en termes d'adrénaline pardon, dans votre corps à ce moment-là, mais je pense que la plupart des gens, on pourrait faire une crise cardiaque hein, à ce moment-là. Ça doit être une tension absolument incroyable. Et voilà, c'est grâce à juste à un petit peu d'audace, un peu de bluff qu'il a réussi à s'en sortir, mais potentiellement il aurait pu être arrêté ce jour-là. Et d'ailleurs, c'était le cas énormément de gens dans la résistance. Hein. La plupart des gens qui s'engageaient dans la résistance, ils avaient une espérance de vie qui était relativement faible. Je ne sais pas, mais à mon avis, ça se compte en mois. Parce que forcément, ce sont des organes où il y avait à un moment donné des gens qui parlaient, que ce soit sous la torture ou parce que c'était des agents doubles ou pour toute autre raison, par, comment dire, par malveillance ou par curiosité. Et donc, il y avait énormément de gens qui étaient dans ces réseaux, qui tombaient et qui ensuite étaient arrêtés, torturés, déportés, fusillés. Enfin, le risque était considérable. Mais en ce qui concerne le laboratoire du couple Stéten, eh bien, il n'aura jamais été découvert pendant la guerre. Et d'ailleurs, ce sera l'un des rares, hélas, à fonctionner jusqu'à la fin du conflit. Au total, le couple Stéten aura produit plus de 100 000 documents. Donc je crois que, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment considérable. Encore une fois, des documents qui sont réalisés de manière artisanale, hein, dans une petite cabane comme ça au fond du jardin. Donc 100 000 documents, dont 30 000 cartes d'identité et 50 000 cartes d'alimentation. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont pu échapper à la capture grâce à ces cartes d'identité, qui ont pu se nourrir grâce à ces cartes d'alimentation, parce que toutes ces cartes-là, elles ont servi évidemment pour les actions de résistance, mais aussi pour permettre à des populations persécutées, notamment juives, de pouvoir s'échapper, de pouvoir échapper à la capture, de pouvoir falsifier leur identité et leur religion. Et donc, l'action de Jean Stéten et de sa femme a été vraiment considérable et ça a permis comme ça ça a vraiment apporté une action positive dans l'action de la résistance dans son ensemble sur le territoire. Et d'ailleurs, le général de Gaulle ne s'y est pas trompé puisque à la fin du conflit, eh bien, Jean et Simone Stéten ont reçu la médaille de la résistance. Donc c'est quand même l'une des médailles les plus prestigieuses à la fin du conflit avec l'ordre de la libération. Et bien voilà, donc ensuite ça a été la fin de la guerre et puis ça devait être quand même une période particulière parce que, enfin, comme je le disais à l'instant,
vous vivez une vie d'aventure absolue, avec un stress considérable, la possibilité de tout perdre, la possibilité d'être torturé, et j'ai envie de dire tout d'un coup, parce que, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La, la, la libération, ça se passe en moins enfin, en quelques mois, hein, entre le débarquement en juin 1944 et en août 44, hein, pour le sud de la France, et la libération totale du territoire. Oui, alors il me semble qu'il y avait quand même, hein, en décembre 44, vous aviez encore des combats en Alsace, mais à partir de septembre 44, donc quelque part à peine 3 mois après le débarquement, en septembre 44, une grande partie du territoire a été libérée. Et c'est-à-dire que comme ça, en quelques semaines, finalement, vous passiez d'une vie d'aventure extrême à le retour à la normale, pratiquement. Et ça devait être quelque chose d'assez incroyable, comme ça, d'avoir ces gens qui avaient vécu des choses extraordinaires, de devoir se remettre dans le bain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats de la résistance qui n'ont pas pu et qui se sont retrouvés ensuite à s'engager dans l'armée euh, parce que c'est vrai que la guerre, c'est une drogue, hein. On s'y habitue. Il y a beaucoup de gens bah, qui ont besoin ensuite d'avoir ces pulsions d'adrénaline. Mais ça n'a pas été le cas de Jean Stéten. Et après la guerre, eh bien, il a continué à travailler dans l'illustration, il avait créé son agence, et il est mort en 2008, donc finalement assez récemment. Voilà pour le parcours de Jean Stéten et le rôle du petit village de Vourles dans la résistance française. J'ai trouvé que c'était quelque chose, une histoire assez inspirante, et surtout, c'est-à-dire que vous avez quelque chose que les gens ignorent complètement, alors que ça s'est passé juste là. Vous avez des gens qui empruntent cette route là tous les jours pour aller au travail. Ils ne se rendent pas compte que juste là, à quelques centaines de mètres, vous aviez ce laboratoire qui a permis, qui a contribué à la victoire, hein. Alors certes de façon modeste par rapport à l'ampleur des efforts qui ont été faits pour gagner la guerre, mais quand même, c'est pas une histoire anodine. Il y a plusieurs choses, hein, qui me frappent dans cette histoire. Déjà, alors c'est une constante. C'est une constante par rapport aux autres épisodes qu'on a fait, hein, sur Richard Chambovet avec son épopée industrielle, et puis André Le Nôtre avec les Jardins à la Française. C'est l'importance de la famille. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je cherche nécessairement à mettre en avant, mais en tout cas pour ces 3 épisodes, à chaque fois, la famille a été un facteur crucial de réussite. Et bien Jean Stéten, sans sa femme, il n'aurait pas pu imprimer tous ces documents. Elle avait vraiment une part importante dans la production de ces documents. Également, il n'aurait pas pu être mis en contact avec la résistance, il n'aurait pas pu être recueilli aussi dans le Lyonnais par son oncle. Donc finalement, encore une fois, ce sont ces liens familiaux qui permettent à ces hommes d'avoir ce parcours et de faire ce qu'il faut à certains moments. Au-delà de relations peut-être un peu plus artificielles, notamment voilà, relations de travail, où on n'a pas nécessairement cette profondeur de lien qui fait que dans les moments difficiles, on est capable de faire la différence. Autre aspect de cette affaire, c'est que c'est l'appel, vous voyez. Il y a un moment donné, le pays est en danger, on estime qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a un bien à accomplir, et on n'a pas le choix, il faut répondre à cet appel. Et c'est vrai que quand on regarde Jean Stéten, quelque part, rien ne l'obligeait à faire ça, hein. Il aurait très bien pu effectivement s'échapper, mais surtout, il aurait très bien pu arriver à Lyon, se contenter d'être metteur en page dans une revue vichiste. Et puis voilà, ça aurait été
tranquille, il aurait attendu la fin de la guerre à l'abri, sans mettre en danger sa famille. Et voilà, ça aurait, encore une fois, rien ne l'obligeait à s'engager dans la résistance. Et c'est dommage parce que j'ai pas trouvé vraiment de témoignages concernant ses motivations, pourquoi il s'est engagé. Et ça nous laisse juste la possibilité de spéculer sur ce qui a bien pu lui passer par la tête. Est-ce que c'était justement cette envie de faire le bien, ce goût de la justice, est-ce que c'était les convictions idéologiques? En tout cas, je sais pas, hein, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en s'engageant dans la résistance, c'était pas vraiment la recherche de son intérêt individuel qu'il avait en tête, hein. Ça, c'est évident. Les risques étaient vraiment considérables. Et voilà, c'était pas pour la petite médaille à la fin de la guerre et la petite tape dans l'épaule, hein, parce que concrètement, c'est ça que ça lui a rapporté, hein, le fait de s'engager. Donc, il y a autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très enthousiasmant, parce que ça veut dire que il n'y a pas que l'intérêt, il n'y a pas que le rapport de force dans notre histoire. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il y a une vraie existence du bien. Et ça, il faut le rappeler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se dit, oui, bon, le monde est gris, hein, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des rapports de force, on fait ci pour telle raison, on essaie de se faire passer pour bien pour telle raison. Mais vraiment, je crois que c'est une erreur profonde. C'est une erreur profonde et ça nous. En tout cas, nous, notre civilisation actuellement, je pense qu'elle souffre en partie, pas que, mais en partie de ça. Et quand on voit des parcours comme celui de Jean Stéten, c'est vraiment très enthousiasmant parce qu'on se dit, voilà, il y a des gens qui sont capables, en dépit de leur intérêt individuel, même contre leur intérêt individuel, j'ai envie de dire, de se mettre en danger, d'avoir cette capacité au sacrifice pour quelque chose qui les dépasse. Et évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour voir le verre à moitié plein et se dire oui, bon, d'accord, mais aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de faire ce genre d'avoir ce genre d'engagement? Bon, déjà, enfin, c'est difficile de se replacer dans ce contexte-là, mais moi, je crois que oui. Je crois que le bien, ça dépasse vraiment les individus. C'est quelque chose qui nous est extérieur et qui ne dépend pas, même si nos actions, évidemment, sont influencées par certains contextes économiques, idéologiques, etc. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour essayer de faire le bien. Et j'ai écrit un petit article à ce sujet. Je ne le mettrai pas dans la newsletter parce que j'en étais assez fier, je dois vous dire. Du coup, je l'ai proposé à la publication pour un journal, donc pour une revue. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera. Si jamais c'est refusé, ben, je le mettrai sur le site internet et vous pourrez le retrouver. C'est quelque part une réponse, vous savez, à cet éternel débat que vous retrouvez dans les comptoirs, savoir est-ce que pendant la guerre, voilà, on aurait été collabo ou résistant. Et donc j'apporte un certain nombre d'éléments de réponse par rapport à ça, et surtout par rapport aux facteurs qui nous permettraient d'avoir le plus grand nombre de résistants possible en France, parce qu'il est évident que tout le monde, voilà, tout le monde ne pourrait pas être résistant. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Autre élément par rapport à cette histoire, je crois que c'est aussi quelque chose qui est là pour le coup un peu à l'inverse de l'esprit du temps, c'est la notion d'excellence et la notion d'humilité. Et c'est vraiment ça dont a fait preuve Jean Stéten, il me semble. D'une part, l'excellence, c'est-à-dire que il avait une capacité de travail, il avait un talent particulier qu'il a exercé, qu'il a affiné au fur et à mesure, et c'est cette excellence qui lui a permis de produire quelque chose qui soit utile et qui soit bénéfique à d'autres. Et donc vraiment, ça c'est quelque chose, cette capacité à travailler ses talents, à les développer, c'est quelque chose vraiment qui doit tous nous habiter. Et essayer d'avoir comme ça une recherche de perfection, ça me semble très très important parce que en fait, au bout d'un moment, quand vous tendez vraiment vers le bien, eh bien le bien
a tendance à se rejoindre et comment dire, et à se confondre, alors que ce bien-là s'exprime dans différentes dimensions. Ça, c'est une idée dont Simone Veil parle dans l'enracinement. Euh, Finalement, à partir d'un certain moment, le bien devient un. Et c'est un peu ça pour Jean Stéten, c'est-à-dire que comment dire, le caractère du bien se traduisait à la fois dans ses talents artistiques, mais aussi dans son combat politique et moral. Et ces deux dimensions, à un moment donné, finissent par se rejoindre euh, pour, pour vraiment produire quelque chose de bien. Ça, c'est assez intéressant et je crois que c'est une leçon qu'il faut retenir, c'est-à-dire que euh, il faut s'attacher à être et à faire le bien dans toutes les dimensions de sa vie et à un moment donné, ça finit par payer. Et quand je dis par payer, évidemment, je ne parle pas nécessairement de monnaie sonnante et trébuchante, mais d'autres types de rémunération. Euh, Il y a aussi l'aspect humilité. C'est-à-dire que donc, il y a cette excellence, mais il savait aussi où était sa place et ce qu'il était capable de faire. Jean Stéten, voilà, son excellence, elle se portait dans le fait de faire des faux documents, de falsifier des documents. Et, euh, et c'est vrai que s'il avait eu la tentation finalement de monter son propre réseau de résistance, ben, il y a fort à parier que ça aurait été qu'un gâchis d'énergie. Parce qu'il n'aurait pas vraiment su comment faire, peut-être qu'il n'aurait pas eu la stature, et peut-être qu'il aurait été arrêté, il aurait perdu la vie. Et donc, euh, c'est vraiment cette humilité qu'il avait, c'est-à-dire je sais faire ça, et c'est ma mission, et je le fais du mieux que je peux, et je ne vais pas me lancer dans d'autres aventures. On voit que ça a quand même contribué au succès de sa mission, quelque part. C'est aussi quelqu'un, et c'est toujours dans cette perspective-là, hein, c'est aussi quelqu'un qui a fait à son échelle. C'est-à-dire que il n'a pas, il n'avait pas voilà, ce niveau de vision, cette ambition au sens noble du terme, hein, d'un De Gaulle ou de Jean Moulin. Il n'avait pas cette vision pour la France, mais encore une fois, il partait de là où il se trouvait avec sa femme, Simone. Ils sont partis de là où ils étaient avec leurs compétences. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire leurs petits gestes à leur niveau et ils l'ont fait. Et ce qui est aussi là très enthousiasmant, c'est que, d'accord, tout le monde ne peut pas être De Gaulle ou Jean Moulin, ça c'est évident. Mais par contre, qu'aurait pu faire De Gaulle et Jean Moulin justement sans ces milliers de personnes comme Jean et Steven Stetten qui se sont investis à leur niveau, qui ont fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il fallait, pour que la France soit résistante, qu'il y ait ce mouvement de fond, pour que ensuite de grandes personnes puissent guider ce mouvement de fond et faire en sorte que la situation soit sauvée. Donc ça c'est très inspirant je crois pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que vous savez dans ce monde actuel qui est très globalisé, connecté, où on a l'impression finalement d'être submergé par tout ce qui nous arrive, il y a quelque chose de très rassurant, c'est de se dire ok, faisons notre part, faisons ce qui nous semble être juste et bon, et forcément ça finira par payer un moment ou un autre. Et ça pourrait servir aussi d'autres mouvements de fond, parce que vraiment, ça aussi c'est très important de se souvenir, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours des gens qui tendent à penser comme nous, qui essaient de faire le bien, ce qui leur paraît bien. Et ça aussi, c'est très inspirant pour notre époque. Bien voilà, j'en termine là pour cette aventure. Je vais maintenant vous donner un petit peu quelques nouvelles concernant mes activités. J'espère que cette histoire vous aura inspiré et bon, j'espère qu'on n'aura jamais à le mettre en œuvre, mais si c'était le cas, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, eh bien, comme je vous le disais, j'ai participé ce week-end au Salon du Vin de Vourles. Donc voilà, hein,
à quelques kilomètres de Lyon, vous savez tout maintenant. Et c'était très intéressant. J'ai rencontré, comme d'habitude, des exposants et des visiteurs avec des parcours assez atypiques. Donc c'est toujours intéressant, voilà, surtout pour moi qui passe une bonne partie pardon, de ma journée assez seul, parce que c'est le métier d'écrivain qui veut ça. Hein. C'est toujours intéressant, voilà, d'avoir ces contacts, cet échange avec le public. C'est assez enthousiasmant, donc j'espère que je pourrai multiplier ce genre d'événements et pouvoir en faire le plus possible. Et si vous-même vous écoutez ce, ce podcast et que vous souhaitez me convier à l'un de vos événements ou à une action de votre association, par exemple, ou de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je suis en mesure, évidemment, de présenter mes ouvrages, mais également d'animer comme ça des conférences sur différents sujets. Je vous en ai parlé durant le développement. J'ai aussi rédigé un article sur l'esprit de résistance. Donc je l'ai envoyé à une revue. Écoutez, je ne sais pas si ce sera publié. Donc si c'est le cas, évidemment, je vous tiendrai au courant. Je relayerai tout ça. Et puis ça vous permettra d'avoir peut-être une approche différente du fameux débat dont je vous parlais, de ce débat éternel entre est-ce qu'il fallait résister, est-ce qu'il fallait collaborer, dans quelle situation, etc., etc. Peut-être d'aller un peu au-delà d'un débat qui parfois trouve des débouchés assez stériles. En parallèle de tout ça, écoutez, je continue d'avancer sur le manuscrit. Donc ça reste toujours très très intéressant. Là je rentre dans une nouvelle phase, donc je vous en ai parlé. L'histoire, c'est un cardinal qui devient Premier ministre dans un avenir proche. Et donc, il y a énormément de travail de recherche à la fois sur la partie théologique, philosophique, mais aussi sur la réalité du pouvoir dans ces sphères-là. Donc là, je me renseigne énormément. J'ai regardé beaucoup de reportages notamment j'en ai regardé un sur le rôle des conseillers à l'Élysée et des conseillers dans les ministères de manière générale, et c'était vraiment très enrichissant. On a tendance souvent à voir les choses un peu de l'extérieur et à voir tout ça comme un bloc, mais vous vous rendez compte que même à ce niveau-là, et peut-être surtout à ce niveau-là, vous avez énormément de lignes de force, d'intérêts parfois convergents, parfois divergents, et c'est une machinerie extrêmement complexe. Et donc toute la difficulté justement pour l'écrivain, c'est de faire en sorte que pour vous ça paraisse peut-être le moins complexe possible, mais qu'on puisse quand même retranscrire toute cette atmosphère. Donc c'est vraiment assez difficile, mais aussi très enthousiasmant. Ça permet vraiment de développer son esprit par rapport à ces travaux. Également, j'ai décidé que de ma prochaine étape pour le mois de mars, donc je serai en Picardie. Je serai probablement situé vers Amiens. Je vous avoue que ça m'intéresse particulièrement parce que autant j'ai vécu dans le sud de la Picardie, autant cette région-là, Amiens d'ailleurs, c'est une ville dans laquelle j'ai jamais mis les pieds, donc ce sera l'occasion là encore de découvrir de nouvelles choses, de vous proposer aussi sur ce format de podcast des petites anecdotes où parfois la petite histoire rejoint la grande. Donc je suis assez pressé que ça arrive. Et puis voilà, ce sera aussi l'occasion de revoir certains d'entre vous, j'espère, parce que je ne serai pas très loin de Paris et d'autres régions où je sais que il y a pas mal de lecteurs. Je vous rappelle, j'en termine par là, que si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez faire en sorte que toute cette petite aventure continue, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, évidemment, c'est de vous procurer mes livres. Ils sont disponibles en ligne ou lors des événements. Donc le mieux, évidemment, pour moi, c'est de vous les procurer en direct, lorsqu'on se voit.
tout simplement parce que vous avez des intermédiaires en moins et que les intermédiaires coûtent cher. Voilà. Et donc, eh bien, j'en termine par là, j'en termine pour ce podcast. Le prochain événement, ce sera 22-23 février à Saint-Pierre-des-Bourgs, donc c'est juste à côté de Bourg-en-Bresse, et ce sera pour un salon du vin. Donc ce sera encore une fois l'occasion de présenter l'invitation de Bacchus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer au référencement de cette petite vidéo, mettez un pouce, partagez-la, et puis eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.